Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présent pour ce webinaire organisé par Nexeliog, que je remercie d'ailleurs de m'avoir donné l'opportunité de présenter mes travaux. Donc, particulièrement, je remercie Tom, Areski, Adrien et Ali. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un travail basé sur un article que j'ai fait avec mes deux directeurs de thèse. J'ai oublié de me présenter. Je suis doctorant, je m'appelle Baïmatar Kandi et je suis doctorant en mathématiques appliquées à la finance au CREST à l'ENSAE. Je suis diplômé en actuariat à l'ISFA et je dispose aussi d'un master en mathématiques financières de l'Institut Polytechnique de Paris, opéré aussi par l'ENSAE. Donc, ce travail que je vais vous présenter aujourd'hui a été fait par mes deux co-auteurs qui sont aussi mes directeurs de thèse, Christian Franck et Jean-Michel Jacquoyan. Donc, ils portent sur la modélisation des prix de certains actifs financiers qui permettent de décrire la volatilité de ces prix. Donc, c'est des modèles assez connus qui sont des modèles GAF, mais ici dans lequel notre volatilité va être décomposée en produits des deux facteurs de volatilité. En premier, volatilité qui essaye de capter la dépendance à long terme et une autre composante qui essaie de capter la dépendance qui existe, la dépendance court terme qui est présente dans le processus de volatilité. Donc, pourquoi ces travaux? On sait que pour des questions de pricing ou de couverture ou d'asset management, les institutions financières ou les fonds d'investissement sont souvent amenés à modéliser certains processus, de prix. Et surtout, essayer de comprendre, de modéliser la volatilité qui peut exister dans ce prix pour des calculs des mesures de risque telles que la VaR ou d'autres types de problématiques, ou même pour des questions réglementaires. Donc là, dans ce travail, on dispose d'un prix d'un certain actif, donc observé sur des périodes discrètes. Donc, notre modélisation se fera à temps discret. Et on notera RT, c'est le log rendement de ces prix. Et on cherche à mettre en place, à modéliser, à mettre en place un modèle qui essaiera de capter la dynamique de ces prix ou de ces rendements. Donc, de manière équivalente. Parce qu'on sait que si on connaît la dynamique du rendement, on peut en déduire la dynamique du prix. Pour le prix, ce qu'on observe souvent dans le marché, c'est que les prix ont une dynamique qui ressemble à un mouvement brownien géométrique. Donc, ce qui laisse penser que nos rendements, nos log rendements pourront avoir une certaine stationnarité, ce qui nous ramène à regarder ce que ça donne si on représente ces log rendements. Et ce qu'on voit, c'est qu'en représentant les log rendements des prix, donc là, c'est l'indice du CAC 40 représenté entre 1990 et 2008, on remarque que ces log rendements présentent une certaine stationnarité et qu'ils sont centrés en zéro et présentent des clusters de volatilité. Donc par là, on peut remarquer le 11 septembre, un pic de volatilité qui est peut-être dû aux événements qui sont arrivés au septembre aux États-Unis. Là, vers 2008, on remarque un début d'un pic de volatilité assez élevé, donc qui est certainement induit par la crise financière de 2008.
Et deuxièmement, on a regardé les corrélations qui peuvent exister dans ces rendements. Donc, on peut remarquer que les autocorrélations des rendements bruts sont nulles. Donc là, le rendement est toujours corrélé à lui-même, mais quand on passe à des autocorrélations empiriques sur une ou deux retards, on remarque qu'ils sont tous nuls. Donc, cette observation est en accord avec ce qu'on observe, bon, avec des hypothèses même du marché, telles que l'efficience des marchés qui pose l'hypothèse que ces rendements doivent être indépendants. Mais si on se pense aux autocorrélations des carrés, on peut remarquer on remarque une toute autre, un autre fait, c'est-à-dire qu'on remarque une dépendance de ces rendements au carré. Parce que là, on peut voir sur ces autocorrélations des rendements au carré qu'il y a de la significativité de ces valeurs et que même pour des retards qui sont assez élevés, donc là, c'est des rendements journaliers, pour des retards qui sont assez élevés, on remarque quand même la persistance de cette dépendance. Donc, ceci a motivé plusieurs recherches qui essayent de capter cette dépendance de la volatilité ou bien du rendement au carré par rapport à son passé. Donc, cela a ramené à introduire une classe de modèles qui a été introduite au début des années 80 par Engel. Donc, il lui a même valu le prix Nobel pour ces modèles. Donc, dans ce modèle, le rendement est modélisé comme le produit d'une volatilité qui va être stochastique et qui dépendra du passé, de la volatilité observée dans le passé et du rendement lui-même, et d'un certain bruit des innovations qui va être décorrélé de cette volatilité et qui va être aussi indépendante du passé. On peut remarquer que par cette modélisation, donc la variance conditionnelle du rendement qu'on va observer dans le futur va être une fonction linéaire du rendement du passé et de la volatilité lui-même. Donc, ça va être quelque chose qu'on peut évaluer à partir des données du rendement et de la volatilité du passé, parce que ce bruit, il est indépendant de cette volatilité et du passé observé. Donc, avec ces deux hypothèses aussi, donc là, c'est une hypothèse d'identifiabilité, on peut remarquer aussi que l'espérance des rendements et les autocorrélations de ces rendements seront indépendantes. Donc, ce modèle capte bien les effets qu'on a pu, les observations empiriques qu'on a pu remarquer sur les autocorrélations et la courbe des rendements qu'on a pu voir tout à l'heure. Et ces modèles présentent plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on peut voir que la fonction de volatilité n'est pas constante, comme certains modèles le préconisent, et qu'il dépend aussi du passé. Donc, elle n'est pas markovienne, donc il ne dépend pas intrinsèquement du prix de la journée, mais aussi du passé de la volatilité, ce qui est en contradiction de l'hypothèse d'efficience des marchés dont j'ai parlé tout à l'heure. Et aussi, il faut remarquer qu'on n'a pas, dans ces modèles, il n'y a pas beaucoup d'hypothèses sur les innovations. Il n'y a pas d'hypothèse de normalité ou d'autres hypothèses de symétrie qu'on a souvent tendance à remarquer sur certaines modélisations. Et empiriquement même, il est démontré que certains indices ou prix de certains actifs étaient présentés une asymétrie sur leur distribution marginale ou qu'ils ne suivaient pas nécessairement des distributions normales. Et aussi, cette modélisation, il a été justifié que cette modélisation permettait de bien capter la volatilité conditionnelle qui réside dans ce processus de rendement et fournit des expressions assez simples
à calculer, connaissant le modèle, pour certaines mesures de risque, telles que la VAR et donc pour, comme l'expected shortfall. Et depuis leur introduction, ces modèles ont reçu beaucoup d'intérêt et leurs propriétés théoriques sont assez étudiées et très bien connues. Leur calibration et tout ce qui s'ensuit. Cependant, ces dernières années, bon, depuis le début des années 2000, ou bien même, je pense que depuis le début des années 90, on a remarqué que ces modèles n'étaient pas assez parfaits pour capturer en fait, la persistance de la volatilité, c'est-à-dire la dépendance long terme de la volatilité qui peut exister après certains phénomènes comme des crises, des chocs de crise pouvaient avoir des impacts sur la volatilité à long terme. Et les modèles GARS ne sont pas assez flexibles pour capturer ce phénomène. En fait, ce sont des modèles proprement dit à faible mémoire. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à oublier certains phénomènes qui se sont passés dans le passé. Des expérimentations ou bien certains articles ont suggéré que des modèles de volatilité à plusieurs composantes, c'est-à-dire des composantes qui essaient de capter la volatilité court terme et d'autres composantes qui capturent la volatilité long terme, permettent de mieux décrire ce phénomène. Et donc, au début à la fin des années 90, Ingle et son co-auteur Lee, ils ont introduit un modèle de volatilité dans lequel la volatilité conditionnelle du prix, ou bien pour modéliser un autre truc, ça peut être l'inflation ou peu importe, est mieux capturée par rapport au modèle classique qu'on connaît, par exemple les modèles GARS à un seul facteur, est mieux capturé si on essaie de décomposer ce processus de volatilité en deux termes additifs, une volatilité long terme et une volatilité court terme. Et récemment, des articles qui ont été introduits durant ces 10 dernières années même, ont montré que au lieu de prendre des volatilités, un couple de volatilités additives, si on prenait des couples de volatilité à deux composantes, mais multiplicatives, la modélisation, c'est-à-dire capturer la modélisation serait plus apte à capturer en fait cette propriété de mémoire qu'on retrouve sur les processus de volatilité. Et aussi, ce type de modèle aussi permet de faire des prévisions, de meilleures prévisions long terme du processus de volatilité conditionnelle. Ainsi, donc nous, dans le cadre de notre article, on a considéré un modèle de volatilité dans lequel la volatilité conditionnelle est décomposée en deux facteurs. Donc, au lieu d'avoir un seul facteur, on a deux facteurs. Le premier facteur essaie de capturer les chocs court terme, c'est-à-dire la dépendance court terme qui réside dans le processus de volatilité. Et un second facteur qui essaie de capturer la dépendance long terme qu'on observe dans le processus de volatilité. Quand je parle de dépendance long terme, ça peut être les chocs que peuvent induire les crises ou autre chose. Donc, ici, je vous mets quelques références qui ont étudié des modèles de volatilité de ce type et qui montrent que empiriquement, ces modèles sont plus efficaces pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Donc, on va aller directement à la fin. Je vais commencer par la fin de cette présentation en vous montrant une décomposition de l'indice Nasdaq. C'est un indice américain pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, de 90 à 2021. Ici, on montre une décomposition de la volatilité de cet indice en deux facteurs. Donc, en bleu, on a la volatilité long terme qui va varier plus lentement, qui absorbe les chocs et qui se dissipe au fil du temps, et une volatilité court terme qui est plus volatile en lui-même. Donc en rouge. Donc là, on peut remarquer, par exemple, au début des années 2000, on remarque une très forte, un pic de volatilité très fort. Ça peut être dû, par exemple, aux événements du 11 septembre et la récession qu'a connue l'économie américaine durant cette période et qui s'est dissipée lentement
donc durant les années qui ont suivi. Et jusqu'au début, jusqu'à ici, on peut dire que vers 2006-2007. Et voilà. Donc là, à l'automne, nous, je sais pas, donc là, en 2008, on remarque aussi un autre pic de volatilité court terme, mais qui s'est dissipé rapidement, mais une volatilité long terme aussi qui est apparue, donc qui est certainement due à la crise de 2008 qu'a connue les systèmes financiers et qui s'est dissipée encore sur quelques années. On va parler de cette courbe plus tard. Donc, durant cette présentation, je vais vous parler du modèle proprement dit de décomposition de ces volatilités. On va étudier les propriétés théoriques de ces modèles, c'est-à-dire la calibration de ces modèles. Regarder, tester si vraiment dans le processus qu'on étudie, il y a la volatilité, il existe vraiment une volatilité long terme ou pas. Et par la suite, on va vérifier nos résultats théoriques qu'on a pu obtenir sur des simulations et ensuite, on les appliquera sur des vraies données financières pour regarder si ça va donner quelque chose. Donc, notre modèle de volatilité va s'écrire de cette forme. Donc là, on a notre rendement et qui est décomposé en deux termes. Donc là, le rendement est décomposé avec un produit d'un processus de volatilité long terme et d'un autre processus de rendement court terme. Et ce processus de rendement court terme comporte une volatilité court terme. Donc là, on peut remarquer que le RDT, ça va être égal à taux de T multiplié par sigma T eta T. Et eta T va être nos innovations. Donc, la volatilité le rendement court terme, la dynamique qui n'est pas observée dans le marché hein, est gérée par un GARS 1,1, donc un GARS à un facteur, et notre volatilité long terme va être dépendant intrinsèquement de notre processus de rendement par rapport à un certain paramètre Q qui va gérer jusqu'à combien de retard on va aller pour pouvoir capter cette persistance. Pourquoi cette modélisation? On va en parler dans ce slide. Donc, la volatilité long terme, dans un article de Engel en 2013, je pense que c'est eux-mêmes qui ont introduit ces classes de modèles de volatilité, ces volatilités qui se décomposent en produits de volatilité court terme et long terme. Ils proposent un type de volatilité long terme de cette forme, qui est un cas particulier de notre modèle. Donc, dans cette décomposition, la volatilité long terme est une moyenne pondérée des volatilités réalisées dans le passé. Donc là, on peut dire que cette persistance, si pour des raisons empiriques, on observe que cette persistance est observable pour des volatilités réalisées, par exemple, de 1 mois, on peut choisir ici n égale 22 pour avoir des fenêtres de 1 mois moyennées sur une période, par exemple, de 1 an, pour bien capter cette dépendance long terme. Comme je le disais, cette volatilité est une moyenne pondérée, donc dans leur article, ils suggèrent des coefficients de pondération de cette forme. Remarquons quelque chose avant de passer. On peut remarquer que la volatilité long terme, ici, dans ce cas, est constante si mon coefficient là, mon coefficient A s'annule. Donc, et si mon coefficient A s'annule, excusez-moi, mais je vais revenir dans ce slide. Si mon coefficient A s'annule, on verra que ma volatilité long terme sera presque sûrement constante et égale à 1. Et le modèle sera réduit à un modèle de GARS classique, donc un modèle qui ne comporte pas de volatilité long terme, c'est-à-dire qui ne comporte pas de persistance, c'est-à-dire que la volatilité est à courte mémoire. Donc, notre modélisation
incorpore aussi les modèles à volatilité à un seul facteur. Donc, par la suite, on va revenir sur ce coefficient, c'est-à-dire pour tester si notre processus de volatilité comporte vraiment une volatilité long terme, il suffit de regarder si ce coefficient A est nul ou pas. S'il est nul, alors il n'y en a pas, et s'il n'est pas nul, alors il y en aura. La première étape de notre équation, après avoir établi notre modèle, c'est de regarder si le modèle lui-même admettait une solution, c'est-à-dire une solution stationnaire. La stationnarité, c'est une propriété qui est assez remarquée dans les processus de rendement, donc on aimerait bien que notre modèle admette une solution de ce type. Pour faire cela, on a décomposé l'étude de notre problème en deux, c'est-à-dire on essaie de regarder en premier lieu si notre volatilité court terme admettait une solution stationnaire. Donc, on a donné une condition nécessaire d'existence de solutions stationnaires de volatilité court terme qui est assez vérifiable dans la pratique. Et en utilisant ces résultats, on a pu établir que, et en réécrivant le modèle sous une forme autorégressive qui sera beaucoup plus facile à utiliser, à étudier théoriquement, on a pu montrer que, on a pu établir une formule générale d'existence, une condition nécessaire et suffisante d'existence de solutions stationnaires. Donc, on a pu, pour certains cas, établir cette existence de solutions. C'est une condition qui peut être vérifiée aussi très facilement dans la pratique si on connaît les paramètres et la distribution des innovations de notre modèle. Une des propriétés aussi importantes à voir, c'est que ce qu'on observe dans la pratique, c'est que la distribution marginale des rendements de certains actifs présente des queues assez épaisses. Donc, on aimerait aussi voir si notre solution stationnaire qu'on a nous avait cette propriété, c'est-à-dire est-ce qu'il admettait comment comment les queues se comporteront. Pour juste faire un rappel, pour les modèles GARS à un facteur, c'est-à-dire que quand ils comportent juste un processus de volatilité qui capture toute l'information, souvent il est montré que la distribution marginale a des queues, la distribution marginale a une queue a une queue comme fonction de puissance. Et ces queues permettent d'avoir des moments à un certain ordre assez petit, au moins. Et cette condition-là est très utile, souvent très utile pour établir les propriétés théoriques de la calibration de ces modèles, c'est-à-dire l'inférence de ces modèles. Et de manière surprenante, dans notre modèle, on a pu montrer que sous des conditions assez faibles, c'est-à-dire que quand il y a l'existence de volatilité à long terme, quand notre modèle n'est pas réduit en lui-même à un modèle de volatilité court terme, s'il y a vraiment présence de volatilité long terme, alors nos queues sont tellement épaisses qu'on ne peut pas avoir cette condition, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exister de moment. Donc, c'est aussi une propriété qui peuvent être intéressants pour certains actifs qui sont assez erratiques, comme peut-être les cryptos, où après une crise, le processus de volatilité peut changer de forme et ces distributions marginales peuvent capturer ces phénomènes. Et ce qui est le plus surprenant encore, c'est que ce manque ces queues épaisses qu'on remarque dans les distributions marginales ne s'observent pas sur une trajectoire quelconque de ce processus de rendement. Et c'est aussi empiriquement des choses qui s'observent dans le marché financier. Et donc, moi, on a étudié ce phénomène, pourquoi ça ne s'observait pas, et on
on a pu avoir des explications de ça que je vais vous présenter par la suite. Et aussi, je rappelle que cette propriété de petit moment, donc je l'avais dit tout à l'heure, était très importante pour calibrer ces modèles. Et comme dans le cas de notre modèle à plusieurs composants de volatilité, on n'avait pas cette propriété. Donc, ça rendait l'étude théorique de ces modèles très difficile. Donc, jusqu'à ce qu'on s'est pensé sur ce problème, il y avait pas, ces modèles étaient assez utilisés parce qu'ils étaient bien parfaits pour capturer certains phénomènes qui résidaient dans les processus de volatilité, mais les études, les propriétés théoriques de ces modèles n'étaient pas connues. Donc, pour compenser ce manque de moments dans la distribution marginale de la solution stationnaire, j'ai pu, donc, dans un autre article, j'avais étudié des modèles qui est disponible dans mon site si ça vous intéresse. J'avais étudié des classes de modèles plus généraux dans lesquels notre modèle GARS à deux facteurs fait partie, qui est un cas particulier. Et j'avais montré que même si les solutions stationnaires avaient des distributions marginales assez erratiques, assez épaisses, avec des queues assez épaisses, la trajectoire de cette solution se comportait comme s'il en existait. C'est-à-dire qu'on avait une propriété de contrôle sur la trajectoire qui fait de sorte que ces queues épaisses ne s'observaient pas sur la trajectoire elle-même. Et on a pu utiliser cette propriété que j'avais établie pour pouvoir, en contrepartie de l'existence de, bon, pour remplacer la condition d'existence de moment, établir les propriétés asymptotiques ou statistiques de nos estimateurs. Donc, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est comment calibrer le modèle, c'est-à-dire estimer les paramètres de ce modèle. Si on a un échantillon de rendement, est-ce qu'on pourra estimer les paramètres de ce modèle, c'est-à-dire, bon, les paramètres et la distribution des innovations. Pour ce faire, on a utilisé un estimateur qui est classiquement utilisé pour ces modèles, qu'on appelle l'estimateur du quasi maximum de vraisemblance. Et il faut comprendre il faut remarquer que dans le modèle, la volatilité lui-même dépend de son propre passé. Donc, au lieu d'utiliser la quasi-vraisemblance lui-même, on utilise une quasi-vraisemblance qu'on va initialiser parce que comme la volatilité dépend du passé et que le passé lui-même n'est pas observé de cette volatilité, donc il faudra l'initialiser pour pouvoir calculer la quasi-vraisemblance. Et donc, dans l'établissement, quand on essaie d'établir les propriétés théoriques de cet estimateur, il fallait montrer aussi que l'effet d'initialiser cette vraisemblance n'avait pas d'impact sur l'estimation sur l'estimation de ces paramètres lui-même. Donc, sous des hypothèses assez faibles, hein, on a pu établir la consistance de l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance. Donc, on a montré que quand la taille de notre échantillon tendait vers plus infini, alors l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance convergeait vers les vrais paramètres du modèle. Donc, ça permettait d'estimer avec un échantillon de rendement observé les paramètres de ce modèle. Pour juste rappeler en quoi la propriété de contrôle que j'avais établie dans un autre article intervient. Il intervient surtout, premièrement, pour montrer que l'initialisation de la volatilité n'avait pas d'impact sur l'estimation, et un autre problème assez théorique qu'on ne va pas détailler ici. Et aussi, excusez-moi, vous m'entendez toujours? J'ai appuyé sur quelque chose sans faire exprès. Oui. D'accord, parfait. Et aussi, on a pu établir la normalité asymptotique de cet estimateur.
Et enfin, on s'est pensé aussi sur une autre problématique théorique de ce modèle, c'est-à-dire regarder si, quand on dispose d'un échantillon, de voir est-ce que le modèle de volatilité lui-même sous-jacent à cet échantillon présentait vraiment une volatilité long terme ou pas. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'était de voir si mon A0 était nul. Donc, mon A0, si mon A0 est nul, c'est-à-dire ma volatilité long terme était constante et que le modèle était réduit à un modèle à un seul facteur, donc on a proposé des statistiques de test pour tester, pour tester cette hypothèse. Et donc, on a proposé ici 3 statistiques de test. Donc, un test de rapport de vraisemblance, un test de Wald et le test du score. Et on a établi les propriétés asymptotiques de ces tests. On a montré la convergence de ces statistiques. On a établi la convergence en loi de ces statistiques de test et on l'a utilisé pour vérifier sur certaines données si cette volatilité long terme était présente ou pas. Cependant, ce qu'on a observé, c'est qu'avec des simulations, on a pu observer que c'est à échantillon fini, ces statistiques de test, la convergence n'était pas, la loi limite n'était pas bien approximée par la loi de l'échantillon. Donc, on s'est pensé aussi sur une autre méthode de test basée sur des procédures de bootstrap. Et on a pu établir, on a pu mettre en place un statistique de test basé sur du bootstrap, sur des procédures de bootstrap. On a établi les propriétés théoriques de cette statistique et on a montré que empiriquement et sur des données simulées que cette statistique était beaucoup plus performant que, que ce présenté tout à l'heure qui n'était pas basé sur le bootstrap. Donc, pour notre application, ce qu'on a pu regarder en premier lieu, c'est de voir à quel point l'épaisseur des queues de distribution de notre solution stationnaire impactait notre simulation à échantillon fini. Donc, pour ce faire, on a pris en compte 2 types de modèles. Un premier modèle où la volatilité long terme était présente et que la solution stationnaire avait des queues assez épaisses, n'avait pas des queues, par exemple, en fonction puissance. Et on a mis en place aussi un autre modèle où cette condition n'était pas vérifiée, c'est-à-dire qu'il existait des moments. Et on regardait à échantillon fini quel serait l'impact de cet effet sur l'estimation. Donc, on s'est fixé des paramètres avec des échantillons finis, donc pour 2000 observations. Et on a observé que quand notre échantillon était limité à 2000 observations, alors quand les queues de notre distribution marginale étaient assez épaisses, alors le biais était légèrement plus élevé. Donc là, on peut remarquer que le biais d'estimation sur ces paramètres était légèrement plus élevé. Et ça en est de même pour l'erreur quadratique ou la volatilité asymptotique de ces estimateurs. Cependant, quand on augmentait la taille de notre échantillon, quand n devenait très grand, on a pu remarquer que cet écart s'est creusé et que de même pour les 3 indicateurs, l'erreur quadratique ou la volatilité asymptotique des estimateurs, cet écart s'est creusé et que n'était pas assez significatif. Donc là, on ne voit pas beaucoup de différence sur les biais et sur l'erreur quadratique de l'estimation. Et en deuxième lieu, on a essayé de regarder si notre processus de volatilité n'admettait pas de volatilité à long terme, est-ce que l'estimation à échantillon fini permettait de bien capter ce phénomène, c'est-à-dire de bien vérifier que la volatilité long terme était quasiment constante et que s'il en existait
est-ce qu'il permettrait aussi de révéler cette quantité? Donc, pour cette, pour cette deuxième expérience, on s'est fixé un exemple. Donc, le premier, on s'est fixé un modèle dans lequel la volatilité long terme était présente, c'est-à-dire que mon A n'était pas nul. On a estimé, donc là, c'est mes vraies valeurs qu'on s'est fixées. On a estimé le modèle. Donc là, on a estimé le modèle et on a remarqué que relativement aux valeurs du paramètre, les biais étaient assez faibles. Donc le modèle, l'estimation était assez puissante à échantillon fini. Et aussi, quand mon A était nul, on a pu remarquer aussi que la procédure d'estimation permettait de bien montrer que la volatilité long terme était quasi inexistante. Donc là, ce sont les représentations de ces deux expériences. Donc là, c'est dans un premier cas, on avait un modèle de Garce à plusieurs facteurs de volatilité. Et l'estimation a montré que la volatilité long terme, qui est décrite dans la courbe bleue, était bien là et que variait assez moins rapidement, avait une fréquence de variation, bon, avait une volatilité en lui-même beaucoup plus faible que celui de la volatilité court terme qui varie de manière beaucoup plus fréquente. Et pour l'autre, donc quand notre modèle était réduit à un modèle à un seul facteur et qu'on essayait de l'estimer avec un modèle à deux facteurs, on remarquait que l'estimation permettait de bien montrer que la volatilité long terme qui réside dans le processus de prix était assez égale à 1. On a pu aussi regarder quel serait l'effet. Par exemple, on essaye d'estimer, supposons qu'on essaye d'estimer, de prévoir la volatilité, excusez-moi, on essaye de prévoir avec un modèle à un seul facteur, un processus de rendement qui vérifie un modèle à deux facteurs. Quelles seraient les performances, par exemple, si on considérait un modèle à un seul facteur? On a remarqué que dans les périodes où il n'y avait pas de crise, dans les périodes assez stables, les modèles à un seul facteur avaient de bonnes performances. Donc là, la courbe noire représente la vraie volatilité, la courbe bleue représente la volatilité prévue à une seule période avec un modèle à deux facteurs, et la courbe rouge, c'est pour un modèle à un seul facteur. On a remarqué donc que quand il n'y avait pas beaucoup de volatilité ou des chocs sur le processus de volatilité, la performance était bonne pour les deux modèles. Mais dès qu'il y a un choc, donc là, on a un premier choc, et quelques instants plus tard, on remarque que les modèles à un seul facteur ne suivent plus le rythme et tendent à sous-estimer la volatilité lui-même. En fait, parce qu'ils essayent d'oublier ce choc. Donc là, on a un autre choc ici, et on remarque que quelques instants plus tard, ce choc est déjà oublié par le modèle à un seul facteur, et que finalement, donc, ils tendent à sous-estimer la volatilité en se passant de ce qui s'est passé dans le passé. Et aussi, ici aussi, on peut remarquer aussi le même phénomène. Donc, quand la volatilité tend à se stabiliser plus tard, ils suivent les rythmes, mais dès qu'il y a des chocs, quelques instants plus tard, ils tendent à sous-estimer. Alors que les modèles à deux facteurs, bon, on sait que le modèle lui-même est un modèle à deux facteurs, mais quand on l'estime avec un modèle à un facteur, il y a des phénomènes qui apparaissent. Donc, pour résumer nos simulations, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remarqué que dans l'estimation, si on augmentait, par exemple, la fenêtre de du pas qu'on a pris pour modéliser notre volatilité long terme, ou sur combien de temps, sur un an, ou peu importe, c'est à partir d'un certain moment, ces valeurs n'étaient pas sensibles à l'estimation, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'impact sur l'estimation. Et on a remarqué que les modèles de volatilité à un seul facteur, s'ils
si on essaie d'utiliser des modèles de volatilité classiques en seul facteur pour estimer des processus de rendement assez volatiles, assez erratiques, excusez-moi, ça passe tout seul. On a remarqué que le coefficient alpha plus bêta tendait à s'approcher de 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce coefficient-là a un lien avec la distribution, avec la forme de la queue de la distribution marginale de la solution de ces modèles. Et donc, du coup, quand ça tend à aller vers 1, ça montre qu'il y a ça essaye de capter en fait cette persistance qui existe dans le processus de volatilité. Et c'est un phénomène qui se remarque très souvent dans certains processus de prix. Donc, ce qui laisse penser aussi que le modèle peut être mieux décrit avec un modèle à deux facteurs. On a remarqué donc que les modèles GARS étaient bien pour décrire la volatilité quand il n'y avait pas de choc dans un passé proche, mais que quand il y avait des chocs, ils tendaient à ne pas bien estimer la volatilité conditionnelle par rapport au modèle GARS à deux facteurs. Donc, on en a mis ici GARS et MIDAS. Enfin, on a proposé aussi des statistiques de tests et on a montré que nos estimateurs, que nos statistiques avec du bootstrap donnaient de bons résultats. Donc, on peut le remarquer dans ce tableau. Hein. On a remarqué que si le A0 est nul, alors tester l'hypothèse qu'il n'y avait pas de volatilité long terme, on peut remarquer que la taille du test était très proche du risque de première espèce et que quand la volatilité long terme était bien présente, alors la puissance de notre test, par exemple, à partir de 5%, était très, très élevée. Ça s'approchait même du 100% à partir de 10%. Donc, enfin, on a testé nos modèles sur des vrais indices de marché. Et donc, on a sélectionné 4 indices, donc le CAC 40, donc qui est un indice français, le DAX allemand, le Nasdaq dont on a parlé au début qui est américain, et l'ACC qui est un indice asiatique. On a remarqué que pour ces trois, nos procédures de test ont bien validé qu'ils existaient. Ils n'ont pas rejeté l'hypothèse qu'il existait, il y avait, donc avec des plus-values assez faibles, hein, qu'on peut remarquer ici, qu'il y avait de la présence de cette volatilité long terme dans ce processus de volatilité. On peut même remarquer que, par exemple, pour les deux indices là, européens, hein, français et allemand et le Nasdaq, surtout pour l'américain, que le test, même avec des risques assez faibles, permettait de valider l'existence de ce processus de volatilité long terme. Donc là, on représente cette décomposition dans l'estimation. Donc, où on a pris des données du CAC 40 et du DAX pour les tous, de 1991 jusqu'à 2020, et on a essayé de faire cette décomposition. On a pu remarquer ici, par exemple, pour le CAC 40, d'abord, on remarque que cette décomposition de volatilité long terme est assez similaire pour ces deux indices. Donc, ce n'est pas quelque chose de surprenant vu la corrélation de ces deux marchés du point de vue marché, aussi du point de vue spatial. Donc, ces deux indices, on ne se doute pas qu'ils sont très corrélés. Et donc, il y a une forte ressemblance. Et ici, on peut remarquer, par exemple, en 2001, pour les deux, on remarque un pic de volatilité qui s'est absorbé quand même assez lentement sur quelques années. On peut estimer ici environ au moins plus de 3 ans, plus de 2 ans, je peux dire, qui peut être dû, par exemple, à la récession de l'économie américaine qui a touché aussi l'économie européenne. Ici, on peut remarquer l'impact de la crise financière qui a eu lieu en 2008. Et aussi, on peut remarquer aussi
en 2020, au mois de mars, un pic de volatilité qui est apparu, court terme, déjà qui s'est absorbé rapidement, et aussi un pic de volatilité long terme aussi qui a commencé à apparaître. Donc nos données, on a limité nos données en mars, en avril 2021. Donc on a remarqué en tout cas un pic de volatilité long terme qui est apparu et qui s'absorbait au fil du temps. Et pour les deux indices américains et asiatiques, par exemple, pour l'indice américain, on a remarqué, par exemple, ici que la volatilité, on a remarqué l'apparition d'une volatilité long terme à partir des années 2000, qui peut être due aux événements du 11 septembre et la récession et tout, qui s'est absorbé beaucoup moins rapidement par rapport aux indices européens. Cela montre que, par exemple, les indices américains présentent plus de persistance de volatilité. La persistance de la volatilité est plus présente sur les indices américains que par rapport aux autres marchés. Donc, comme de même, on remarque l'apparition des pics de volatilité dus à la crise de 2008 et du Covid. En regardant l'indice asiatique, ici, on peut remarquer que, par exemple, à la fin des années 97, il est apparu un léger pic de volatilité court terme qui s'absorbe et une volatilité long terme qui est apparu, même s'il est assez faible comparé aux autres indices, mais qui est quand même là et qui s'absorbe plus lentement. Donc, en 97, on peut se rappeler de la crise asiatique, de la crise qui a touché le marché asiatique. Et aussi la crise de 2008 aussi ici qui fait effet de la présence d'une volatilité long terme. De manière générale, et aussi, donc, un fait surprenant que j'avais oublié, on peut remarquer que l'impact du Covid a moins touché le marché asiatique que les marchés occidentaux. Donc là, dans la réalité, on a tous observé. Bon, on se doutait de ça parce que le Covid a plus touché l'Occident que, par exemple, certains pays asiatiques comme la Chine, dont leur économie est assez corrélée avec cet indice. Et on peut remarquer globalement que les marchés asiatiques présentaient moins cette persistance de la volatilité que les marchés américains ou européens. Donc, ils avaient des volatilités à long terme qui s'absorbaient un peu plus rapidement. Donc, en résumé, on a montré que les modèles de volatilité à deux composantes étaient plus adaptés à expliquer certains phénomènes qu'on observe dans le processus de volatilité. Ils permettaient de mieux modéliser ce processus de volatilité. On a montré que la distribution stationnaire du modèle à deux facteurs pouvait avoir, dans certaines conditions, des lois avec des queues assez épaisses. On a montré que nos statistiques on a montré que on a établi aussi les propriétés théoriques de nos estimateurs et on a aussi proposé des statistiques de tests pour vérifier l'existence de cette volatilité à long terme qui peut exister dans le processus de volatilité. Et numériquement, on a montré aussi que à échantillon fini, notre estimateur permettait de bien séparer ces deux facteurs de volatilité et aussi de proposer des tests assez fiables pour voir la présence de cette volatilité à long terme. Donc, pour des futurs travaux, donc là, je suis en train de me penser sur des modèles qui peuvent inclure des volatilités long terme en prenant compte de données exogènes, c'est-à-dire par exemple des données macroéconomiques pour pouvoir mieux expliquer
pour pouvoir mieux capter la dynamique de ce processus de volatilité, ou bien même des volatilités long terme qui peuvent dépendre du temps. Donc, pour aussi capter certains phénomènes de non-stationnarité qui peuvent exister dans le processus de volatilité. Et aussi, je suis en train de regarder des modélisations multivariées de ces types de modèles, des généralisations multivariées pour des applications, par exemple en asset management, pour modéliser des matrices de volatilité conditionnelle d'un couple d'assets. Donc, merci de votre attention, de m'avoir suivi jusque-là. Si vous avez des questions ou des contributions, on peut en discuter.